Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette troisième rencontre du Festival du livre audio en ligne organisée avec l'Institut français. Et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Pierre Soletir, Rémi Perret, Patricia Odo et Mathilde Chèvre autour de poèmes par-dessus les toits. Alors, je rappelle que ce titre fait partie de la sélection du prix du livre audio francophone qu'on organise également avec l'Institut français et que vous pouvez encore voter jusqu'à cette fin de semaine. Cette rencontre est modérée par Christophe Rioux, journaliste pour Lire Magazine littéraire. Et Christophe, je te donne tout de suite la parole et je vous retrouve après. Merci Cécile, bonjour à toutes et à tous. Alors Bonjour. pour cette nouvelle rencontre du Festival du livre audio en ligne, nous allons parler poésie, enfin, autour du recueil Poèmes par-dessus les toits qui, je crois, a reçu la mention spéciale du jury du prix de poésie internationale de Bologne. C'est bien ça, Pierre? Oui, c'est la collection poèmes. Exactement. Et nous allons tout de suite commencer avec vous, Pierre. Puisque vous êtes notre auteur, vous êtes poète, vous êtes dramaturge, cinéaste. Vous êtes souvent dans la rue, comme vous aimez le dire. Vous vous êtes mis à publier des livres pour, je vous cite, éveiller la jeunesse contre le travail et à écrire des spectacles où la poésie se taille la part belle. Vous avez composé 80 chansons selon la police, une trentaine de livres d'artistes selon votre grand-mère, 3 films, un essai sur Jacques Prévert, 2 opéras rock, 10 enregistrements pirates et même des expositions. Je crois que vous avez aussi tagué des slogans sur les murs et quelque autre chose dont vous ne vous souvenez pas parfaitement. En revanche, vous vous souvenez que vous êtes auteur associé du Centre de création pour l'enfance et cofondateur de la Fête du livre jeunesse de Tinqueux. Votre groupe Facteur Zèbre sillonne les routes de France et d'ailleurs pour répandre un maximum de poésie et un minimum d'empreinte carbone ou digitale. Poème par-dessus les toits a reçu un bel accueil auprès du public et a été mis en musique et en lecture par l'Écrit des Sons et Mohamed Al-Arachi pour sa version arabe. Alors, est-ce que vous voulez nous parler peut-être de Poème par-dessus les toits et la genèse de Poème par-dessus les toits? Poèmes par-dessus les toits, le titre était évidemment une référence à Paul Verlaine. Et donc, Poèmes par-dessus les toits, c'est une idée de Mathilde, d'abord Mathilde Chèvre, qui m'a proposé d'écrire sur le thème de la maison. Et donc, plutôt l'habitation, habiter. On habite déjà un corps, on habite une maison, peut-être, quand on a de la chance. On habite un pays, le monde, etc. Donc, c'était l'idée de faire des poèmes intérieurs et extérieurs également, qui se projettent en tous les cas. On entend, votre voix est un peu faible. Là. Je ne sais pas si si votre micro est... Je peux me rapprocher un peu, je peux me rapprocher du micro. Oui, parce que voilà. Après, si ça change de... Oui, là, vous entendez mieux, non, peut-être? Oui. Je vais parler plus fort, sinon, tout simplement. Oui. Alors, je voulais aussi peut-être voir avec vous cette question de la maison. Alors, pourquoi cette thématique de la maison? La maison, parce que tout le monde n'a pas la chance d'en avoir une d'abord. Et puis la maison, c'est plutôt la façon d'être à l'intérieur, à l'extérieur. C'est pas tellement la maison, mais plus habiter, plus être présent. Et là, en fait, les illustrations euh, étaient vraiment magnifiques de Corsione. Et je trouve qu'elle a fait un boulot formidable. Moi, ça m'a inspiré quelque chose à la fois qui allait de l'avant, mais il y avait une certaine nostalgie en même temps. Donc ça m'a beaucoup parlé. Oui, parce qu'il faut le préciser, hein, vous faites référence à une série de gravures et de dessins en bichromie qui ont été réalisés sur le thème de la maison par Gabriella Corcione, qui est architecte et illustratrice d'origine napolitaine, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc ça, c'était effectivement la partie, disons, illustrée, visuelle, et puis la maison devient un personnage. Il y a aussi ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est aussi le lieu un peu des contraires, du dehors et du dedans, de l'intime et du public. Mais c'est surtout l'occasion de parler de l'humain, quelque part, de aussi parler, nous, le rapport qu'on a aux choses,
Et aussi cette idée de fabriquer les futures ruines, finalement, parce qu'on fabrique beaucoup des habitations, pour y faire quoi, finalement? Donc moi, ça c'est quelque chose qui m'interpelle pas mal, et puis parler vraiment de l'humain aussi. Qu'est-ce qu'on fait là? De pouvoir réfléchir aussi. Alors, il y a cette dimension de l'humain, il y a le rapport aux maisons ou à la maison. Est-ce qu'il y a eu aussi un effet, est-ce que vous pensez que les confinements, par exemple, que nous avons vécus, où nous avons réinvesti nos maisons, et parfois c'était difficile, là aussi ancre votre récit dans quelque chose qui a touché tout le monde, et vous parliez des humains. Beaucoup de gens ont véritablement vécu cette dimension de la maison, alors comme lieu clos pour un certain nombre d'entre eux, mais pas seulement. Oui, enfin surtout, ça nous a rappelé aussi qu'on avait une vie intérieure avant la mort, hein, que souvent on est projeté, enfin le monde du travail, quoi, c'est une fuite en avant permanente. Si on écoute le monde du travail, au monde du travail, on peut tout faire, tout et n'importe quoi, et au bout d'un moment, on sait plus ce qu'on fait à force. Alors il y a peut-être un peu de ça avec les derniers événements qui sont arrivés. Le fait Oui. d'être, bon, on était confinés, c'était pas très marrant, mais ce qui était pas mal, c'est de se rendre compte que ça a fait du bien à la planète aussi, de plus avoir du kérosène sans arrêt dans les nuages, et puis voilà, ça posait un petit peu, tout le monde était à la même échelle. On n'avait plus de travail tout à coup. C'était Oui, joyeux d'ailleurs, de travail. dans le recueil, vous évoquez aussi une certaine relation au paysage, à la nature. Vous proposez d'écouter les abeilles. Donc, il y a vraiment cette idée de prendre aussi son temps. Ah oui, complètement. Je trouve qu'on va très vite. En plus, quand on est poète, c'est une chance inouïe parce que on vous paye quand même la plupart du temps pour rien faire, pour réfléchir. Donc, c'est bien de réfléchir. On réfléchit quand on n'a pas d'impératif. C'est c'est plus compliqué quand on a un boulot qui nous mange trois quarts du temps et qui ne nous plaît pas. C'est quand même la majorité des gens. Nous, on est privilégiés, hein, on fait des boulots qu'on aime, mais c'est pas le cas de tout le monde quand même. Oui, et alors, vous l'avez souligné tout à l'heure en parlant du monde du travail. Vous avez une formule que j'ai trouvée assez juste, qui est le pays des pas pressés. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux pays des pas pressés que vous évoquez dans vos poèmes? Ah, c'est très simple, hein, c'est le pays dans lequel on était avant qu'on nous confine et qu'on soit un peu moins pressé. Et aujourd'hui, on est reparti dans un monde très pressé. Voilà, donc c'est le fait de pas prendre son temps. Voilà. Puis c'est mal Mais vu quand on prend son temps, hein. et pourtant, il y a un débat aujourd'hui dans la société. C'est vrai que tout est reparti avec peut-être plus d'intensité même qu'avant. On voit que le rythme est reparti, alors qu'on nous avait juré qu'on on n'y reprendrait pas. On était Oui, oui, sûr, certain on que était sûr, tout le monde avait compris. Oui. mais la machine est repartie de plus belle. Alors finalement, est-ce que ces poèmes par-dessus les toits sont un peu une sorte d'éloge de la lenteur, de ce que un certain nombre de pays aussi qualifient de slow? Il y a tous ces phénomènes qui se développent aujourd'hui. Est-ce que vous vous inscrivez un peu dans cette logique-là? Je me suis toujours inscrit dans cette logique-là, même quand j'avais un vrai travail, hein. Enfin, c'est primordial voilà, ouais, de ralentir un peu le rythme. Il y a quand même, et puis on se rend compte de l'autre. C'est intéressant. Ce qui est intéressant dans la poésie, parce que la poésie, c'est toujours, c'est la poésie, elle va vers l'autre parce que c'est toujours une amorce, une projection. La poésie, elle s'adresse à l'autre, donc elle entre dans la bulle de l'autre un peu. Donc il y a un côté très démocratique. À la fois, elle y va doucement, en douceur, parce que chacun lit le poème à sa façon, il comprend ce qu'il veut, mais le poème, en fait, c'est quand même une annonce envers quelqu'un, quelque chose, quoi. Oui, avec cette importance de la poésie dans nos existences, mais le fait que on a vu beaucoup d'éditeurs qui ont arrêté des collections de poésie. On a eu le sentiment que d'autres qui en créent, mais on a quand même eu le sentiment que la poésie avait un peu plus de mal à trouver sa place. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, le poète n'est pas rentable, ça c'est sûr, je suis pas le premier à le dire et à s'en rendre compte.
Mais la poésie, la poésie, si, finalement, parce que vous voyez, cette collection, par exemple, au Port à Jauny, est quand même une collection qui fait parler d'elle. Moi, j'en entends beaucoup parler, je la vois dans les librairies. J'étais invité dans 2 festivals jeunesse, coup sur coup, récemment, à Saint-Orens et puis à Albi. Et je me suis rendu compte que le Port à Jauny avait une grande place. Cette collection était présente. Donc, il suffit d'être un peu courageux. Et puis, voilà, la poésie, finalement, je crois que Mathilde pourra mieux nous en parler. Je m'en leur dis qui se carapate. Mathilde pourra mieux en parler, mais enfin, je pense que les livres circulent quand même, les livres de poésie. Et voilà. Ouais. Justement, j'allais lui poser la question juste à Mathilde. Alors Mathilde, peut-être quelques mots vous concernant. Vous êtes née dans une campagne de France entre 2 avions pour Bougara en Algérie où vos parents vivaient, puis vous avez grandi dans les Pyrénées-Orientales, dans une ancienne ferme assez éloignée du monde. Quand vous en êtes parti, vous avez traversé la mer pour voyager et vivre autour de la Méditerranée, du Caire à Damas ou encore à Marseille où vous vivez aujourd'hui, et où vous dirigez justement les éditions Le Port à Jauny. Vous illustrez et écrivez également des livres pour la jeunesse, suite à une thèse publiée sous le titre « Le poussin n'est pas un chien, 40 ans de création arabe en littérature pour la jeunesse, reflet et projet des sociétés Égypte, Syrie, Liban ». Alors Mathilde, oui, la poésie, vous y croyez et vous pensez précisément qu'elle a une place à tenir dans ce paysage du livre? Moi, je n'étais pas tombée dans la poésie quand j'étais petite. J'étais tombée dans la nature, dans la montagne. Et puis un jour, je suis arrivée au Caire et le premier soir, on m'a dit bonsoir. Comme je vais vous dire bonsoir, on m'a dit Massa el Khair, qui veut dire je vous donne un soir de bonheur. Et la réponse à Massa el Khair, c'est je te donne un soir de lumière. Massa el-Nour, Massa el-Khair, Massa el-Nour. Et puis ensuite, moi ce soir, par exemple, vous devriez me dire Massa el-Ward, parce que je porte des fleurs. Et je vous répondrai certainement Massa el-Assal, parce que ça veut dire je vous donne un soir de miel. Et c'est vraiment pour de vrai qu'on dit comme ça bonsoir. Et on dit pareil, il y a une très grande puissance poétique quand on plonge comme ça dans la langue arabe, comme ça m'est arrivé à partir de l'âge de 20 ans. Et pour moi, le projet de la maison d'édition Le Port à Jauny, c'est plus de mettre ces 2 langues ensemble, le français et l'arabe, et du coup, d'être dans un écho à la puissance poétique linguistique, que vraiment de réfléchir sur ce que c'est que la poésie, parce que je pense que c'est une question de... Il suffit de lire un livre et il y a beaucoup d'albums jeunesse qui sont extrêmement poétiques. C'est pas une posture, vous voyez, la poésie. Alors, Le Port à Jauny, vous voulez nous en dire quelques mots? Qu'est-ce qui singularise finalement le Port à Jauny dans cet univers du livre? Le Port à Jauny, c'est une maison d'édition que j'ai structurée. D'abord, c'est une association qui existe depuis très longtemps à Marseille, que j'ai créée avec des amis pour faire des livres avec des enfants. Et puis en 2015, c'est devenu une maison d'édition avec un vrai projet éditorial dont le cœur, la matière principale, c'est que tous les livres sont bilingues. Et étant bilingue en français et en arabe, il y a plusieurs choses qui en découlent. D'abord, ces livres se lisent souvent dans les 2 sens, c'est-à-dire que le livre dont on est en train de parler, on peut lire Ash'ar min fawq as-sutuh et puis on peut lire Poème par-dessus les toits. Et ce livre s'ouvre dans les 2 sens. Si vous commencez à le lire dans le sens français, vous lisez un poème, mais si vous commencez à le lire dans le sens arabe, vous lisez un poème qui est un autre cheminement, c'est-à-dire que tous les livres sont des palindromes, on peut les lire 2 fois. Un palindrome, c'est Bob, vous voyez, B-O-B, B-O-B, on peut le lire dans un sens et dans l'autre.
Et puis, une autre caractéristique de la maison d'édition, c'est que les livres se répondent les uns aux autres. Et Poème par-dessus les toits, pour moi, c'est un livre... Pierre Soletti le disait très bien, c'est un livre qui aborde les thèmes du corps et du paysage, du corps comme une architecture en soi et de nous à l'intérieur d'une architecture. Et ça, c'est par exemple pour moi une thématique qui a un lien profond avec un livre qui est une pierre angulaire pour moi du catalogue du Porajoni qui s'appelle La Mu'allaqa. Et la Mu'allaqa, c'est une poésie très ancienne qui a été écrite dans le désert avant l'islam. Et dans les thèmes très forts de cette poésie du désert, il y a la trace, la mémoire, la ruine. On dit en arabe el-atlal, qui veut dire les ruines, buka ala al-atlal, pleurer sur les ruines, se souvenir. Et le poète est à la fois dans un monde de souvenirs et dans une matière de son corps qui se mélange au paysage. Bon, on retrouve très bien ça dans l'écriture de Pierre Soletti. Et puis, peut-être dans votre maison d'édition, il y a un côté aussi Deux rives de la Méditerranée. Je ne sais pas si vous connaissez ces projets Deux rives de la Méditerranée où le livre joue un rôle de passeur, de transmission. Il y a cette dimension-là aussi un petit peu. J'aimerais bien rappeler que la Méditerranée n'est pas deux rives, mais un cercle, déjà. Oui. Alors, c'est le projet Livre des deux rives qui s'appelle comme ça. Livre des deux rives, hein, c'est pour ça. Mais, oui, tout à fait, tout à fait. Mais qui est magnifique d'ailleurs. Ça fait plaisir qu'un projet d'encouragement aux échanges entre le monde français et les mondes arabes existe. Moi, je vois beaucoup plus le projet du Porajoni comme un tissage plutôt que comme deux rives. Et ce tissage intègre les deux langues, donc le fait d'avoir les langues qui se croisent comme ça, ce tissage n'a rien à faire des cartes d'identité. Donc moi, ça m'est complètement égal de savoir si quelqu'un est... est-ce que Mo Abbas est français ou algérien? Est-ce que Pierre Soletti est français ou occitan? Est-ce que Salah El-Mour est soudanais ou français? Ça m'est complètement égal. Par contre, ce qui m'importe, c'est comment ils vont répondre par l'illustration et par l'écriture poétique, par les textes, à des thématiques qui sont comme un écho les unes aux autres. En particulier, il y a plusieurs thématiques, cette thématique de la ruine, du souvenir, et la thématique du corps, du paysage, et puis le fait de regarder le monde aussi comme si on était toujours en exil. Et peut-être une caractéristique aussi, dans ce tissage, plutôt que les questions identitaires, ce qui m'importe, c'est qui inspire quoi. Et c'est souvent un corpus d'images au Porajoni qui est à l'origine de l'idée d'un livre. C'est ce que racontait Pierre. Il faut quand même vraiment parler de Gabriella Corcione ou Corcione, que vous avez mentionné, et qui effectivement a ce travail d'architecte et d'illustratrice. Et en fait, quand elle m'a... J'ai fait avec elle ce que je demande souvent à des illustrateurs, c'est d'amener un carnet à dessin. Hop, je ne sais pas ce que vous voyez là. Mais dans son carnet à dessin, il y avait toute une série de monotypes et qui étaient comme celui que je viens de vous montrer, où je vais vous en montrer un autre. Par exemple, il y avait celui-là aussi. Et c'est des images qui sont premières. C'est cette reproduction du cadre de la maison et d'une architecture de la maison avec des corps à l'intérieur qui m'a donné l'idée de cette thématique. Ensuite, en allant plus loin dans son atelier, en cherchant dans d'autres carnets à dessin, j'ai trouvé des images comme celle-là. Et ça, elle n'avait pas du tout pensé illustrer. Elle n'avait pas du tout pensé que c'était un travail qu'elle allait publier. C'est une sorte de cerf en train de boire du vin et elle l'avait inséré dans cette forme de maison. Alors,
pour moi, il y avait un écho entre la maison qui fait corps et le corps dans la maison qui émergeait de ces dessins. Et c'est ça la thématique que Pierre a ensuite explorée, mais il avait une série d'images à l'origine. Le tissage, il est là aussi, dans le fait de tisser entre images et texte. Alors, tissage entre images et texte, et puis le son. Le son avec nos amis de l'écrit du son, Rémi Perret et Patricia Odo. Alors, Rémi et Patricia, vous avez cofondé la compagnie L'écrit du son en 2008. Votre démarche est axée autour des arts sonores, spectacles en multidiffusion, lecture sous casque, recueil de paroles, application multimédia, installation sonore, création radiophonique, et vous utilisez et concevez des outils numériques afin de promouvoir certaines formes artistiques, comme la poésie contemporaine, c'est le cas, et la musique électroacoustique auprès du plus grand nombre, outre les arts sonores, la parole donnée, la médiation avec les publics, qui sont au cœur de vos préoccupations. Vous êtes sur la création sonore. Rémi, c'est plutôt votre partie avec la programmation informatique. Et Patricia, vous êtes lectrice à voix haute. Alors, comment vous articulez votre collaboration sur différents projets? Vas-y. Alors d'abord, c'est moi qui choisis les textes. Je lis beaucoup. Et ensuite, je les soumets à Rémi. On en parle un peu. Il les lit. Et ce qui est marrant dans cette collaboration-là, c'est que parfois, en fait, dans sa lecture, il me dit, il faut que je l'entende, il faut que je les entende. Alors des fois, il me dit, bah écoute, je suis désolée, celui-là, je ne l'entends pas. Voilà. Donc, bah, on l'écarte, ou on y reviendra peut-être après. Et une fois qu'il a fait, lui, ce travail de lecture, on commence à travailler ensemble. Voilà. Et alors? Et Donc, en fin de compte, ce qui se passe, une fois que Patricia a fait une sélection des poèmes, donc effectivement, je les lis et je lui demande de les enregistrer aussi souvent en lecture, un peu en première lecture. Et à partir de là, j'essaie d'imaginer, de voir les sensations et les ressentis que je peux avoir sur l'écrit. Qu'est-ce que ça me raconte? Est-ce que effectivement j'entends le poème ou je l'entends pas? Et à partir de là, je vais commencer à chercher des sons qui vont se rapporter à mon imaginaire, à ce que j'ai pu concevoir comme son. Et la construction se fait comme ça, en réponse avec ces mots, quoi. Et alors, vous avez cette façon de collaborer ensemble. Sur ce projet spécifique, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait des particularités? Est-ce que votre façon de procéder est, j'imagine, peut-être différente en fonction des objets, des supports sur lesquels vous travaillez? Mais là, précisément, ça s'est passé comment? Alors sur celui-ci, ce qui est assez inhabituel dans notre façon de travailler, c'est qu'il y a de la guitare. En général, dans mes créations sonores, c'est plutôt du son en tant que matière qu'en tant qu'instrument. C'est très rare que j'utilise vraiment des sons d'instruments. Et celui-ci, dès la première lecture, j'avais envie de quelque chose de très comme un cocon, quelque chose de très protecteur. Et j'avais aussi en tête, par rapport à la maison, l'histoire d'un petit taille d'horloge. Et à partir de ce moment-là, je suis parti sur ce motif de guitare avec un son de base qui revient perpétuellement, un peu comme ce petit taille d'horloge, pour qu'on ait cette quiétude d'une demeure. Et voilà, sur ce que je pourrais dire sur la création sonore de ce texte. Et par rapport à la lecture, c'était plus quelque chose comme de l'ordre de la confidence, en fait. Quelque chose de très intime, comme si je me confiais à un ami ou une amie. Il y avait cette idée-là. Oui, et d'ailleurs qui est aussi liée aux sensations qu'on peut éprouver en vous écoutant et en écoutant ces poèmes par-dessus les toits, c'est-à-dire aussi le côté
ce que les Scandinaves aiment bien appeler avec des termes, vous savez, je crois que ce sont les Danois qui parlent du hygge, le sentiment de la maison apaisante, la cheminée, le coin, on est au coin du feu. Il y a un peu cette sensation-là avec, c'est vrai, quelque chose de très apaisant et d'intime que vous développez et qui est présent. Donc ça, c'est très intéressant aussi parce que c'est un rapport à la maison qu'on voit se développer. Les Suédois parlent d'un effet aussi, je crois que c'est l'effet Bullerby, c'est un peu la même chose. C'est les Allemands qui ont eu à l'origine le sentiment que le syndrome de la maison au bord d'un lac, d'une belle cabane, était un lieu qui pouvait accueillir un certain rapport au temps et au paysage. On a un peu tous ces sentiments-là en vous écoutant et en écoutant votre voix qui nous emporte et qui confirme un peu cette idée d'une forme de lenteur aussi. Il y a ça, il y a cette dimension-là, cette idée de prendre son temps dans le fameux pays des pas pressés qu'on évoquait avec Pierre tout à l'heure. Ah oui, tout à fait. Ah oui, on l'a vraiment ressenti, on avait envie de ça, de ce moment de. En plus, cette création-là, au départ, elle a été faite pour le festival de la jeunesse, de la poésie jeunesse à Tinqueux. Et c'était une lecture sous casque, en fait. Donc, c'est un dispositif quand même assez particulier, parce qu'on est tous les deux, tous les gens ont un casque. Et en fait, c'est une lecture pour une personne et plein de personnes, puisqu'on peut aller jusqu'à 45 casques, en fait. Donc, du coup, c'est aussi une adresse à une seule personne. C'est comme si je m'adressais à une seule personne, et en même temps, il y a 45 personnes. Donc, il y avait cette idée aussi les lectures sous casque, ça induit aussi quelque chose de particulier dans la création. Oui, et il y a aussi l'idée du public, puisque, alors peut-être j'ouvre un petit peu, je ne sais pas si Pierre veut l'évoquer, mais on voit beaucoup d'expérimentations, et je crois que Pierre a participé à ce genre d'expérimentation dans les écoles, notamment avec un label maintenant, hein, qui est un label École en poésie. Alors je ne sais pas, Pierre, vous avez participé hein, à des échappées poétiques où précisément l'idée c'est aussi de partager la poésie et de créer un dialogue avec des élèves. Oui, complètement. Puis le côté sonore de la poésie, direct quand on dit de la poésie et qu'on l'écoute, même si on l'écrit, et puis il y a quand même un manque de poésie actuellement. On est dans un manque criant qui fait que peut-être aussi la poésie a un boulevard en ce moment devant elle. Et quand on est donc ce dispositif école en poésie, ça permet vraiment d'entrer dans des écoles et de faire participer les enfants à la poésie d'une façon vivante. Et ça se passe comment concrètement? Parce que je crois qu'un certain nombre de choses ont été mises en place, notamment avec le Printemps des poètes, mais pas seulement. Et le dialogue se met en place de quelle manière? Oui, il se met en place de toutes les manières parce que nous, enfin moi, ça fait 10 ans que je suis auteur associé maintenant au Centre de création pour l'enfance de Tinqueux. Oui. Nous, c'est chaque année qu'on réfléchit, qu'on se renouvelle et qu'on participe. Donc, c'est quelque chose dans le quotidien pour nous, pas que les écoles d'ailleurs. On va aussi dans la rue, on va aussi Oui. un peu partout expérimenter et faire cette expérience de la poésie. Enfin, une poésie de laboratoire ou moi je sais pas ce que c'est en fait quand on entend beaucoup la poésie elle est elle va pas vers les gens enfin pour moi c'est une ineptie parce que la poésie c'est de la création avant tout donc elle est forcément laboratoire et puis elle est forcément populaire aussi parce qu'elle le fait on fait pas de la poésie pour le lire dans son salon c'est un partage la poésie. Oui, je trouve que l'écrit du justement sont remarquables à ce niveau-là parce que il y a quand même une très grande qualité dans le son, dans la matière même du son, la matière de la voix, la matière du son, les compositions, comment en fait il y a développement dans ce qu'il crée. La voix totalement magique de Patricia, donc c'est une grande chance quand même. Voilà, c'est tout.
Patricia, c'est vrai que vous avez une très belle voix et qui se prête parfaitement à ce sentiment de prendre son temps. Et c'est vrai que l'environnement sonore qui est dans vos créations est très, très frappant et nous emporte littéralement. Mathilde, vous partagez ce constat sur la poésie, sa dimension précisément vivante? Ben, c'est notre activité de tous les jours. Et puis, je confirme surtout que la poésie, elle va beaucoup vers les gens. En tout cas, une médiation nécessaire, c'est l'oralité. On a parlé de traduction d'une langue à l'autre tout à l'heure, d'une traduction d'images en mots ou de mots en images, mais la grande chance avec l'écrit du son et puis d'autres livres du Port Rajeuni sont mis en scène sonore par un duo à Marseille qui s'appelle Catherine Vincent, c'est de témoigner du fait que ce qui rend peut-être une perception de la poésie ardue, mais bon, c'est un parti pris, c'est un point de vue, ce que vous proposez. Dès qu'on passe à l'oralité, dès qu'on est dans l'oralité, la question ne se pose plus. C'est-à-dire que, voilà, donc une chose importante que Pierre fait très bien, que l'écrit du son et médiatise. Et puis, 3 fois déjà a été nommé ce festival pour la petite enfance et la poésie de Tinqueux, et Mathéa Betsac-Petit, qui avec Pierre s'en occupe. Il y a tout un tas de travaux qui sont faits pour une médiation de cette poésie, pour une médiation qui n'est pas une réflexion pédagogique, qui n'est pas uniquement une réflexion pédagogique, qui est une réflexion de rapport au monde. Et le passage par l'oralité, là, et le fait que ce livre sonore soit mis en lumière alors que c'est de la poésie, c'est parfaitement, pour moi, c'est une cohérence, en fait. C'est le cœur de la poésie, c'est l'oralité. Elle vient de l'oral. Et on doit la rendre à l'oral. Oui. Oui, alors que nous sommes, je le rappelle, dans le contexte d'un festival du livre audio qui, d'ailleurs, pour une de ses versions, s'est ouvert aussi au podcast. Quelle différence, c'est peut-être aussi une question pour l'écrit du son, quelle différence vous voyez, ou pas d'ailleurs, entre ces différents formats qui aujourd'hui se développent, c'est-à-dire des textes qui sont présents à travers le livre audio, le podcast, mais la relation aussi au spectacle vivant, les créations sonores, les artistes plasticiens qui aujourd'hui intègrent une dimension sonore, et les arts visuels sont de plus en plus sonores, il ne faut pas ça aussi l'oublier. Comment vous voyez la poésie dans cet univers riche? Moi, je pense qu'elle a tout à fait sa place et moi, je pense qu'elle explose en ce moment un peu, et que si on veut y prêter attention, elle est partout, en fait. Et je trouve que oui, les arts sonores et la poésie ont un lien fort, je pense. Et je pense qu'il faut, enfin, moi, je voudrais qu'il y en ait partout, dans la rue, nous, on a fait des déambulations dans les bus et les tramways, à Caen, par exemple. Et c'est vrai qu'on dit que la poésie, les gens, ça les touche pas, ou que c'est pas pour eux. Et en fait, c'est pas vrai. Si on sait attraper, si on sait accrocher quelqu'un, ou les gens, ça leur parle. La poésie, elle parle d'eux, elle parle de leur vie. Donc, fatalement, il y a quelque chose qui accroche, quoi, qui touche. Et sa dimension justement sonore, sa dimension audio, parce qu'il y a eu des initiatives, je pense notamment au Printemps des poètes qu'on citait tout à l'heure, par exemple avec
les gares, voilà. Et puis, il y a eu des dispositifs aussi qui ont été mis en place. Vous pensez que les parcours sonores sont un moyen de rendre cette poésie encore plus accessible? Enfin, est-ce que là aussi, on n'est pas dans une logique d'opposition, on est plutôt dans une logique de complément, mais est-ce que vous pensez que les parcours sonores devraient être beaucoup plus développés dans l'espace urbain, dans les rues, dans les lieux qu'on a longtemps qualifiés de non-lieux, je pense aux gares et aux aéroports principalement? Est-ce qu'il faudrait de la poésie en permanence ou beaucoup plus dans tous ces environnements de transit? Je pense beaucoup à la question du déplacement et de l'oralité et de l'audio qui peut jouer un rôle essentiel. Alors, ce que je trouve intéressant dans le fait que le sonore se développe depuis quelques années d'une façon assez intense, on en revient un petit peu à ce que Pierre disait tout à l'heure par rapport à prendre son temps. Oui. Le fait que le sonore se mette un peu partout, ça permet aussi d'apprendre à réécouter le monde et de prendre le temps de réécouter le monde. Le fait, par exemple, nous, de mettre du sonore avec la poésie, ça permet, quand on le fait, par exemple, aussi bien soit en lecture sous casque ou en intervention dans les bus et les tramways, ça permet de créer une bulle, de sortir l'auditeur de son contexte, de ses pensées, de le mettre vraiment dans la bulle. Et du coup, ça permet aussi, par ce biais-là, de passer les mots d'une façon beaucoup plus simple, enfin plus simple. Je vais m'arrêter là. Oui, alors et en plus, les sons n'ont jamais été autant mis en avant. Il y a beaucoup de sons de la nature, par exemple, qu'on peut entendre ailleurs, qui sont enregistrés. Enfin, on voit bien qu'on a un engouement et la poésie participe sans doute aussi de ce phénomène. Alors, Pierre a une formule d'ailleurs qui est assez belle, il dit, enfin, c'est dans les poèmes par-dessus les toits, bouleverser les registres de l'ordinaire. Pierre, c'est ce que vous avez envie de faire? C'est ça, c'est finalement ce dont on parle depuis le début, c'est un peu l'idée de bouleverser les registres de l'ordinaire? Oui, je pense, c'est de ne pas s'endormir aussi. Donc, on a beaucoup parlé de prendre son temps pendant cette émission. Il y a aussi ce côté de ne pas s'endormir qui est très important pour moi. Bouleverser les registres de l'ordinaire, ça peut être dans des choses très simples également, dans des choses de tous les jours, une poésie du quotidien. Et puis la poésie, tout à l'heure vous disiez de la mettre partout, enfin qu'elle pourrait être plus présente. Déjà lui redonner une place, ce serait pas mal. Et en même temps, le fait qu'elle ne soit pas médiatisée, ça lui offre peut-être aussi une liberté énorme, parce que les poètes s'en foutent finalement. Il n'y a pas de médiatisation plus que ça, mais la poésie, elle existe. Et donc, c'est pour ça que je voulais aussi remercier Cécile et puis toute son équipe de prendre un recueil de poèmes. Ouais. Ça, je trouve ça intéressant quand même. Oui, moi je suis très heureux que dans la sélection du Grand Prix du livre audio, on ait de la poésie et que la poésie soit présente en dehors du roman qui est souvent très représenté, de la littérature jeunesse dans sa diversité, sa variété. Et c'est vrai que cette dimension de la poésie, elle est assez essentielle, et notamment quand on parle de livres audio, quand on va aussi interroger d'autres formes de création sonore comme vous pouvez le faire. Mathilde, peut-être une question là-dessus. Les prochains développements du port à Jauny, dans quelle direction vous avez envie d'aller? Est-ce que la poésie sera encore plus présente, comme on semble tous l'appeler de nos voeux en souhaitant qu'elle se développe partout? Moi, j'ai envie de vous raconter que dans les rues de Bagdad, en pleine guerre, il y a des brigades poétiques qui vont déclamer de la poésie. Il y a une jeune femme, Aya Mansour, qui va crier, pas crier, mais dire aux oreilles de la poésie que dernièrement, j'ai eu une grande émotion en voyant un film qui s'appelle Little Palestine, qui raconte le siège du camp palestinien de Yarmouk à Damas. Et pendant qu'il filmait le siège de l'intérieur de Yarmouk, le jeune réalisateur écrivait aussi de la poésie. Il a écrit 40 poèmes qui sont les 40 règles de vie fil hissar, en état de siège.
Et en fait, la poésie, la question ne se pose pas. Moi, j'ai envie de me situer dans la continuité, dans le témoignage de ça, d'un regard posé et la poésie, c'est ce qu'on écrit aussi quand on n'a plus rien d'autre à manger, des fois. Donc, dans la continuité, qu'est-ce que prépare le Port Rajeuni? Toujours dans cette collection poèmes, beaucoup de recueils de poèmes. Et puis, on a commencé une série de livres sur les racines arabes, qui ne sont pas les racines qu'on mange dans sa tombe, qui sont les racines de la langue arabe et qui sont, par exemple, les racines, c'est ces trois sons qui structurent tout un champ de mots. Voilà. Et ça, c'est très poétique parce que, par exemple, je vous donne un exemple du premier livre qui est sorti qui s'appelle Les lettres du jardin. Les 3 lettres de jardin, Junaina, Jannana, c'est les mêmes lettres que Janna, le paradis, Majnoun, le fou, Jinn, Junoun, les esprits, et Janine, le fœtus. Donc, la langue arabe rassemble dans une même famille ces mots qui sont le fou, le fœtus, le paradis, les esprits et le jardin. Ça nous donne un champ de mots pour écrire et un champ de mots à illustrer. Et c'est une autre collection, mais ça reste dans la poésie. Et c'est le cœur, c'est la structure même de la langue arabe qui nous donne ce champ de poésie à écrire. Très bien, on a hâte. Voilà. C'est sorti, c'est en librairie. C'est sorti déjà. Écoutez, on va aller découvrir toutes ces créations. Et puis, peut-être, on a parlé de maison dès le début, avec effectivement les poèmes par-dessus les toits. Il y a une formule que j'aime beaucoup dans ces poèmes, c'est l'idée de la légèreté des charpentes. Je sais pas, j'ai trouvé ça très beau, Pierre. La légèreté des charpentes, ça m'a un peu hanté. Donc, je pense que puisqu'on a beaucoup parlé de maisons, de paysages, de dedans, de dehors, et de liens entre tous ces univers, et puis les habitants, évidemment, et la place de l'humain, je pense que cette légèreté des charpentes est assez essentielle. Pardon, je voudrais rajouter qu'on a peu parlé de lui, de Mohamed El Arachi, qui est la voix arabe de l'écrit du son et la voix arabe de beaucoup des livres sonores du Port Rajeuni, qui sont en libre accès. Les livres sonores du Port Rajeuni sont en libre accès sur notre site pour relier aussi ces langues ensemble. Et Mohamed El Arachi, c'est un acteur syrien, un acteur de théâtre et un acteur de cinéma. Et certainement que la question de la maison le concerne aussi. Dans la question, c'est pas pour rien qu'on a choisi ce thème de la maison, c'est quand même aussi un thème qui évoque l'exil. Oui. La maison, c'est celle qu'on transporte à l'intérieur de soi quand on l'a plus aussi. Exactement. Alors, nous arrivons malheureusement au terme de ces moments de poésie. Merci à toutes et à tous parce qu'on a retrouvé beaucoup de poésie dans nos échanges. Et Cécile, alors je ne sais pas si des questions poétiques nous ont été envoyées ou pas. Non, en revanche, je vais faire une petite parenthèse personnelle. D'abord, plusieurs choses. Je suis ravie vraiment ce soir de vous retrouver tous derrière l'écran. On a parlé pendant cette rencontre en filigrane de Mathéa Biac-Petit qui fait un travail formidable avec Pierre au Centre de création pour l'enfance de Tinqueux. Et pourquoi j'avais aussi envie d'en parler, c'est que Pierre parlait de la dimension humaine et de l'importance de l'humain dans sa poésie. Et des festivals de poésie ou littéraire, j'en ai fait un certain nombre. Je crois que ce qui caractérise ce festival-là, c'est cette dimension humaine. On sent cette notion de grande famille de la poésie. J'invite vraiment le public à s'y rendre pour la prochaine édition parce que j'ai aussi fait des découvertes magnifiques de poètes. Je pense à Edith Azam, mais on peut penser à d'autres. Donc, je tiens vraiment à rappeler ce travail-là formidable. Et puis, pour la petite anecdote, parce que c'est aussi la spécificité du Port Rajeuni, hein, tu parlais effectivement, Mathilde, aussi de la lecture qui a été faite en arabe. Moi, je travaille depuis quelque temps sur un projet à Socotra au Yémen. Et pour la petite histoire,
le livre du coup de poèmes par-dessus les toits est arrivé en fait à Socotra. Et j'étais ravie aussi que ça puisse être une base d'échange avec du coup cette poésie à la fois lue en français et lue en arabe. Voilà. Et puis un dernier point on a le Festival du livre audio de Strasbourg qui va commencer la semaine prochaine. Alors j'espère qu'après cette rencontre, vous aurez envie d'aller écouter Patricia, qui nous fera le plaisir de partager sa lecture le 12 mai à la médiathèque André Malraux à 18h, avec une soirée de lecture de certains livres audio sélectionnés cette année. Et puis, on a parlé aussi de médiation, de comment amener la poésie à l'école. Donc, je me tourne aussi encore là vers Rémi et Patricia, qui le 17 mai au matin à Canopée vont aussi faire partager cette expérience de lecture sous casque avec des enseignants. En tout cas, un grand merci à tous. Je suis ravie qu'on ait pu pour une fois parler poésie et moi j'appelle de mes voeux que ça se poursuive dans les années à venir. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.